Bienvenue à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. On a vu qu'évidemment, il devait y avoir une réponse budgétaire à cette crise du Covid. Donc, avec Bruno Tinel, on a un peu discuté des différentes modalités, pourquoi la politique budgétaire devait intervenir. Mais évidemment, la conclusion que tout le monde partage, c'est qu'il y aura une augmentation de la dette et il va y avoir un rôle clé pour la politique monétaire et notamment pour nous, un rôle clé joué par la BCE. Alors, il y a beaucoup de recommandations aujourd'hui qui se font autour de cette intervention de la BCE. Faut-il que la BCE rachète les dettes des pays européens? Dans quelles conditions? Quelles sont les différentes propositions? Et donc, j'ai Nicolas Canrier et Isabelle Coupet-Soubeyran qui vont répondre à ces différentes questions. Et c'est Nicolas, je crois, qui va commencer pour essayer de lier, parce que c'est aussi l'objectif, de lier ces interventions à ce que vous avez vu dans les cours de master. Voilà, donc pour le programme d'aujourd'hui, faire le point sur la politique monétaire en réponse à cette crise. Je te laisse, Nicolas. Merci Gunther, bonjour à tous. Alors effectivement, on va se partager le travail avec Isabelle. Je vais commencer, je vais essayer d'être rapide. Je laisserai ensuite Isabelle rentrer peut-être plus dans le vif du sujet, des mesures qui ont été prises ou qui vont être prises par les banques centrales, notamment la Banque centrale européenne. Et puis éventuellement, je réinterviendrai. On pourra lancer après le débat. Alors, moi, ce que je voulais vous dire concernant cette crise, c'est peut-être des grandes banalités, et d'autant plus que je n'ai pas assisté à la réunion de vendredi, je m'en excuse. Donc, je ne sais pas trop ce qui s'y est dit, mais voilà. Moi, suite au cours j'assure le cours de macroéconomie monétaire que j'assure en M1 au premier semestre, où j'essaye toujours autant que possible, même si des fois ça marche pas tant que ça, c'est d'essayer de conserver une grande neutralité sur les théories que je présente et toujours essayer de me faire l'avocat de la théorie que je présente, même si j'ai des convictions qui peuvent être parfois opposées. Alors justement, j'ai peut-être aujourd'hui, c'est plus ouvert, donc j'ai peut-être plus exposer mon sentiment. Et moi, je pense que ce qui est très intéressant dans ce qui survient depuis un mois, c'est de voir, une fois de plus, on le savait déjà pour la politique monétaire depuis 10 ans, mais c'est encore accentué, c'est-à-dire il y a un consensus total, me semble-t-il aujourd'hui, sur le fait qu'il est indispensable qu'il y ait une politique monétaire proportionnée et donc de grande ampleur qui soit mise en œuvre pour essayer de répondre à la question. Enfin, je pense que si ce type de crise avait lieu il y a 25 ans, il n'est pas du tout certain qu'on n'ait pas vu apparaître des débats tout de suite très vifs sur est-ce qu'il faut ou pas cette intervention de grande ampleur. Et aujourd'hui, il me semble que ce débat n'existe pas. Voilà. Et ça, moi, j'ai envie de dire, c'est une bonne nouvelle. Alors, l'autre point que je voudrais apporter, donc je vais bien sûr laisser Isabelle faire la présentation des mesures qui vont être prises, mais et si jamais, Isabelle, je viens empiéter sur tes plates-bandes, tu m'arrêtes tout de suite. Voilà, mais moi, je pense que ce qui va être important, et là encore, j'espère que vous l'aurez compris dans la première partie du cours, c'est que il va falloir, pour que la politique monétaire qu'on conduise soit la bonne, soit pleinement efficace, qu'on comprenne bien la nature de la crise. Et donc, la nature de la crise, j'ai envie de dire, la première question, c'est est-ce qu'il s'agit plutôt d'une crise réelle ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'une crise financière? Alors, ça peut paraître paradoxal comme réponse parce que donc j'ai regardé ce matin les chiffres et donc ce qu'on voit, c'est que par exemple, si vous regardez le CAC 40, il a perdu depuis le 1er janvier, il a perdu à peu près 25% de sa valeur, donc c'est très important. Il avait perdu beaucoup plus il y a un mois. Il y a un mois, il avait perdu pas loin de entre 35 et 40% de sa valeur. Il est beaucoup remonté depuis un mois, mais voilà, on reste dans une situation où il y a une tension sur les marchés qui est perceptible, qui reste importante. Et néanmoins, moi, j'ai envie de dire,
il me semble relativement évident qu'il s'agit clairement plutôt d'une crise sanitaire et d'une crise réelle. C'est-à-dire que il semble, et bien évidemment ça pourrait changer, mais il semble que le système financier soit pas le premier à être atteint par ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est plutôt une situation qui va frapper de plein fouet un système productif, des consommateurs, et donc il va falloir essayer d'apporter une réponse à une crise réelle. Ce qui est un relatif changement par rapport aux crises antérieures qu'on a connues depuis, là encore, j'ai envie de dire, depuis 25 ans, où la plupart des grandes crises qu'on a connues, c'était plutôt des crises qui émanaient de la sphère financière. Alors, dans le cours, justement, un point important, j'espère, sur lequel je n'ai pas cessé d'insister, c'est que quand on fait de la politique monétaire, et là encore j'ai envie de dire qu'on croit qu'on soit un vieux keynésien, qu'on croit la courbe de Phillips, telle qu'elle a été proposée par Solow et Samuelson, dans lequel vous allez avoir un arbitrage à faire entre inflation et chômage, et éventuellement vous pensez que vous pouvez jouer sur le niveau de chômage, vous pouvez jouer, c'est toujours ce que je dis en cours, vous pouvez jouer sur les moyennes de chômage, vous pouvez jouer sur l'espérance du chômage. Donc que vous croyez à la courbe de Phillips ou au contraire que vous soyez quelqu'un qui pense que non, que la courbe de Phillips ça fonctionne pas si bien, que vous vous placez dans un cadre d'anticipation rationnelle, un petit peu comme on l'a vu dans le cours, dans le modèle de Taylor. Dans les deux cas, une question importante qui va conditionner à la fois votre choix politique et éventuellement l'ampleur de la réaction, ça va être de savoir s'il s'agit d'un choc d'offre ou d'un choc de demande. Donc, si vous êtes dans le modèle de Taylor, par exemple, vous avez acté le fait que vous pouvez pas jouer sur le niveau de chômage, mais par contre, vous savez que vous allez pouvoir essayer de jouer sur la variance, essayer de réduire les variances, et éventuellement, il y a des arbitrages à faire entre variance de l'inflation et variance du chômage. Tout repose sur la nature des crises auxquelles sont majoritairement confrontées vos économies. Et voilà, moi, je pense que c'est la question qui va se poser dans les mois qui viennent. Alors, en ce moment, j'ai envie de dire, on est vraiment, si je fais justement un parallèle avec les crises financières, dans les crises financières, il y a d'abord la situation de tension très vite sur les marchés monétaires. Tout d'un coup, en 2008, voilà, on a un assèchement du marché monétaire, du marché interbancaire. Et donc, il y a la Banque centrale qui intervient, qui se pose pas de questions, qui joue son rôle de pompier. Et pour le moment, on en est là. C'est-à-dire, est-ce que c'est important de savoir aujourd'hui si c'est une crise plutôt d'offre ou plutôt de demande? Je suis pas persuadé. Non, pas forcément. C'est pas une priorité. Ce qu'on sait, c'est que il y a des gens qui sont. La réalité aujourd'hui, c'est que on a une économie réelle qui se casse la figure, qui perd 6-8% parce que on ferme des marchés. Si on prend le marché de la restauration, on interdit aux gens de sortir de chez eux et d'aller au restaurant, on interdit aux restaurateurs d'ouvrir. Et donc, est-ce que c'est une crise d'offre ou une crise de demande? J'en sais rien, peu importe. Ce qu'il faut, c'est, j'ai envie de dire, aider les deux côtés du marché. Voilà. Mais voilà, après, quand on va déconfiner, la question va se poser quand même. C'est-à-dire, est-ce que finalement, quand on va rouvrir, le système productif aura résisté? Est-ce que il y aura eu peu de faillites? Est-ce qu'on sera parvenu à maintenir un système productif en mesure de répondre? Et puis, sur ma droite, c'est est-ce que les gens auront envie de retourner au restaurant, soit parce que ils ont peur, donc peut-être parce qu'ils ont peur, ils vont pas vouloir sortir facilement pour aller au restaurant, ou est-ce que ils ont plus de revenus? Alors là, je pense que là encore, la question va se poser de façon peut-être très contrastée entre les deux côtés de l'Atlantique, parce qu'aux États-Unis et en Europe, on n'a pas, ou au moins en France, on n'a pas la même gestion du chômage, du recours au chômage partiel, et ça pourrait avoir des conséquences sur la capacité, justement, quand on va déconfiner, de gens de reconsommer. Mais voilà, l'incidence, le côté du marché qui va être le plus ou le moins à même de répondre, j'ai envie de dire, définira fondamentalement la nature de la crise. Si on a plutôt une crise d'offres, les réponses ne seront pas du tout les mêmes que si on a des problèmes plutôt de demande qui sont, j'ai envie de dire, les problèmes qui sont plus faciles à gérer quand on fait de la politique, monétaire. Voilà. Je m'arrête là pour cette partie introductive, et puis donc je vais laisser Isabelle éventuellement présenter ce qui a été décidé dernièrement au niveau des autorités monétaires. Merci Nicolas. Tout le monde m'entend bien, ça va?
Oui, c'est bon. Ok, très bien. Bon, alors, je commencerai par dire que, effectivement, ce qu'on peut constater, c'est que les banques centrales du monde entier ont agi vite et fort. Tout à l'heure, dans la présentation, on parlait au futur, mais il faut parler au présent. C'est pas est-ce que les banques centrales vont agir? Elles ont agi, elles agissent. Donc ça, c'est déjà un point important. Elles ont agi vite et fort. Mais ce que je vais essayer de mettre en avant, c'est que pour autant, on peut considérer qu'elle n'innove pas face à cette crise qui est d'une nature tout à fait inédite. Donc voilà, c'est un peu ce qui va structurer mon propos. Donc commençons par ce qu'elles ont fait, ce qu'elles sont en train de faire, quelles sont les actions et quelles sont les décisions prises. Au niveau des instruments qui sont mobilisés, eh bien les deux principaux instruments, ce sont les taux directeurs et les achats d'actifs. Donc les taux directeurs, eh bien ils sont au plancher. Ils étaient, vous le savez, déjà bas, mais pour les banques centrales qui avaient un petit peu de marge de manœuvre, parce qu'elles avaient commencé un peu à les remonter, c'était le cas de la Fed l'an dernier, c'était le cas aussi un peu de la Banque d'Angleterre, eh bien pour celles qui avaient un tout petit peu de marge de manœuvre, elles ont remis leur taux au plancher. Donc ainsi, au niveau de la Fed, eh bien, le taux directeur a été abaissé dans une fourchette comprise entre 0 et 0,25%. Et pour la Banque d'Angleterre, on est à 0,10. Autrement dit, on est véritablement au plancher pour que le coût de l'argent soit au plus bas. Quant à celles qui avaient déjà leur taux directeur au plancher, c'était le cas de la BCE, avec un taux refi à 0, eh bien, ça a été, je dirais, abaissé d'une manière indirecte. Elles ont abaissé indirectement encore leur taux directeur, alors donc sans toucher véritablement au taux refi, mais en fait en accommodant le refinancement des banques. Et donc, il faut savoir qu'actuellement en zone euro, eh bien, ce refinancement se fait à taux négatif et sans limite, à travers des programmes de refinancement de long terme dont vous connaissez les acronymes, les programmes LTRO et des programmes de TLTRO, T comme targeted, d'accord, c'est-à-dire des programmes de LTRO, des programmes de refinancement de long terme ciblés. Si on prend encore un autre cas, celui de la Banque centrale du Japon, elle avait un taux directeur négatif à moins 0,10%, elle le maintient et elle va plutôt miser sur l'élargissement de ses achats d'actifs avec une gamme d'actifs éligibles à ces achats extrêmement large, des obligations publiques, des obligations privées et même des actions. Donc ça nous amène au deuxième levier. D'accord ? Le premier levier, c'est les taux directeurs abaissés au plancher pour que le coût de l'argent soit au plus bas. Le deuxième levier, ce sont les programmes d'achat d'actifs, du QE, quantitative easing, au maximum. D'accord ? Et ces programmes massifs d'achat de titres, opérés par toutes les grandes banques centrales, eh bien, servent à rassurer d'une certaine manière tous les détenteurs de titres qu'ils pourront les revendre quand ils en auront besoin. Et ça sert également à assurer les émetteurs, en particulier les États, que s'ils veulent se financer sur les marchés, eh bien, ils trouveront forcément des acheteurs, car la Banque centrale sera là pour racheter à ceux qui veulent vendre sur le marché secondaire. D'accord ? Donc, c'est ça, si vous voulez, la logique de ces programmes d'achat d'actifs. Bon, donc tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les banques centrales sont dans leur rôle d'assureur de liquidité, de prêteur en dernier ressort, rôle fondamental en temps de crise. Elles sont en train d'assurer la liquidité des banques, des États, des entreprises, alors surtout des entreprises qui ont accès au financement marché, parce que les autres, les plus petites, elles vont surtout devoir compter sur la bonne volonté des banques de répercuter sur elles l'accès que les banques ont elles-mêmes à la liquidité. Et j'insisterai sur l'importance qu'il y a en ce temps de crise d'assurer la liquidité des États, parce que c'est bien sûr ce qui détermine leur capacité d'action au niveau budgétaire. Assurer la liquidité des banques, c'est très important aussi, parce que ça évitera qu'une crise bancaire survienne. Nicolas disait tout à l'heure, il faut essayer de comprendre la nature de cette crise.
C'est une crise sanitaire qui débouche sur une crise économique. Cette crise économique peut déboucher sur une crise bancaire et financière, bien au-delà des turbulences des marchés de ces dernières semaines. Et s'il y avait crise bancaire et financière, ça redoublerait la crise économique. Donc l'accès à la liquidité des banques, eh bien, c'est une partie de l'action nécessaire pour éviter qu'une crise bancaire survienne. Donc ça, c'était pour faire un peu le point sur les actions, les décisions qui ont été prises. Nicolas disait aussi tout à l'heure, au fond, ce dont on peut se féliciter, eh bien, c'est du fait de constater que l'action est rapide, immédiate. D'accord ? Alors que si on prend par exemple le cas de la crise de 29, pourquoi la crise a été aussi lourde de conséquences au niveau de l'économie ? Parce que précisément les banques centrales, tout particulièrement la Fed, n'avaient pas réagi suffisamment vite. Donc là, l'action est forte, l'action est prompte. Et pour vous donner quelques ordres de grandeur, les montants de monnaie centrale sont absolument colossaux. D'accord ? On peut en cela véritablement parler d'une réponse beaucoup plus forte qu'en 2007-2008. Je vous donne quelques chiffres pour avoir des éléments de comparaison. Entre 2008 et 2012, la Fed avait procédé à 3 vagues de quantitative easing pour un total à peu près de 3 500 milliards de dollars. Et la BCE, elle, vous le savez, eh bien, elle avait d'abord privilégié des opérations spéciales de refinancement des banques, et puis elle ne s'était convertie au quantitative easing qu'en 2015, avec 60 milliards d'achats d'actifs par mois. Avant la crise du coronavirus, elle était à peu près 20 milliards, d'accord, d'achats d'actifs par mois. Face au coronavirus, quelles ont été les décisions ? Eh bien, la Fed a annoncé un quantitative easing absolument énorme. Son programme prévoit jusqu'à 125 milliards par jour d'achat d'actifs, ce qui fait à peu près 625 milliards par semaine. Ça veut dire qu'elle peut faire en une dizaine de jours ce que la Banque centrale européenne prévoit de faire sur l'année tout entière. Et ce que va faire la Banque centrale européenne, c'est déjà beaucoup, puisque la Banque centrale européenne a annoncé en 2 temps, d'abord un programme d'achat d'actifs de 120 milliards, qui a vite été jugé très insuffisant, et puis quelques jours plus tard, le 18 mars, un programme de 750 milliards, donc au total, ça fait 870 milliards d'achats d'actifs prévus par la Banque centrale européenne sur l'année. Si on prend la Banque d'Angleterre, elle, pour sa part, eh bien, elle prévoit 645 milliards de livres sterling d'achats d'actifs, ce qui fait un peu plus de 700 milliards d'euros. Donc, pas de doute, si vous voulez, c'est tout à fait colossal en termes de montants mobilisés et donc en termes de monnaie centrale créée, puisque au fond, tous ces chiffres que je viens de vous donner, qui correspondent à des achats d'actifs, eh bien, c'est de la monnaie centrale qui va être créée pour procéder à ces achats. D'accord ? Il faut bien comprendre ce point-là. Pour autant, mon point, tout le monde m'entend bien, toujours, ça va ? Donc, mon point pour autant, c'est que les banques centrales n'innovent pas face à cette crise tout à fait inédite. Pourquoi elles n'innovent pas ? Parce que les instruments dont je viens de vous parler, les taux directeurs, les achats d'actifs, ce sont les instruments qui ont été utilisés pour gérer la crise de 2008. Est-ce qu'on va gérer la crise de 2020 avec les instruments de la crise de 2008 ? Et le problème aussi, c'est qu'on est peut-être en train, alors je dis peut-être parce que je sais que mes collègues aiment bien quand on met un peu de modération, mais je me force vraiment à mettre ce peut-être. Le problème, c'est qu'on commet donc peut-être la même erreur. Pourquoi ? Parce que toutes ces opérations d'achat d'actifs vont produire une augmentation sans précédent des dettes, notamment de celles des États, alors que le niveau des dettes publiques et privées est déjà excessivement élevé au niveau mondial, près de 300% du PIB si on prend les chiffres de l'IIF, ce qui revient à rendre pour la suite très fragile financièrement à la fois les États et les entreprises. Alors, qu'on s'entende bien sur ce point, parce que souvent, il y a de la confusion. La dette, ce n'est absolument pas un mal en soi. D'accord ? C'est un instrument de financement, parmi d'autres. Mais la question à se poser aujourd'hui, c'est est-ce que c'est le bon instrument pour financer les dépenses publiques nécessaires à la gestion de la crise sanitaire ?
Ma réponse, et on pourra en discuter ensuite avec mes collègues, on pourra en débattre, ma réponse c'est non. Et j'explicite ma réponse. La dette, c'est un bon instrument de financement quand son bénéficiaire est suffisamment prudent quant à sa capacité de remboursement ou quand ce qu'elle permet de financer crée les conditions de son remboursement. C'est par exemple le cas lorsqu'on finance avec de la dette une dépense d'investissement avec à la clé un effet multiplicateur de dépenses. Mais réfléchissons aux dépenses publiques actuelles. Que sont-elles ? Ce ne sont pas des dépenses d'investissement public, ce sont des dépenses de sauvetage, ce sont des dépenses de compensation, c'est-à-dire que ces dépenses servent à compenser des pertes et des manques à gagner. Elles sont absolument indispensables, ces dépenses. Il ne faut surtout pas les limiter. D'accord ? Ce qui veut dire aussi que dans le cas présent, l'État ne peut pas et ne doit pas se préoccuper de sa capacité de remboursement. Mais précisément parce que ce sont des dépenses de compensation, elles n'auront absolument pas d'effet multiplicateur, ces dépenses-là. Elles ne créeront pas les conditions de leur remboursement. Et donc, il faut sortir du cadre keynésien tout à fait standard parce qu'il n'y aura pas d'effet multiplicateur à la clé de ces dépenses-là. En outre, la récession qui s'annonce, si vous prenez toutes les prévisions qui sont faites, sera vraisemblablement sans précédent. Ça veut dire quoi au final ? Bien, ça veut dire qu'inévitablement, le ratio dette sur PIB va exploser. Alors, la question, c'est donc, est-ce que les banques centrales pourraient agir autrement ? Est-ce qu'elles pourraient financer les États autrement ? Et la réponse, c'est oui. La réponse, c'est qu'elles pourraient monétiser la dépense publique. Alors, sur ce point aussi, attention aux confusions. Il faut rappeler qu'il n'est pas du tout équivalent de financer l'État en achetant ses titres, en lui prêtant ou en lui transférant directement de la monnaie centrale sans contrepartie. Si vous prenez les achats de titres, comme ce qui se fait dans le cadre du quantitative easing actuel, ça, c'est le refinancement le moins direct qui soit. Pourquoi ? Parce qu'il transite par les marchés de titres et encore plus pour la Banque centrale européenne, puisqu'elle s'en tient à des achats de titres sur les marchés secondaires. Alors quand je dis le moins direct, c'est pas du tout en référence avec le clivage finance directe, finance indirecte. C'est pour vous dire que la chaîne, si vous voulez, de financement est la plus longue, en fait, dans le cas du quantitative easing. Si l'on prend les prêts, ça c'est un instrument, un peu plus direct de financement des États. Et c'est le choix, par exemple, qu'a fait la Banque d'Angleterre en ouvrant une ligne de crédit au Trésor britannique le 9 avril dernier. Mais le Trésor va devoir rembourser les sommes utilisées avant la fin de l'année. Donc, ce n'est pas de la monétisation au sens strict. Le transfert direct de monnaie centrale, ça, c'est le financement le plus direct qui soit, sans remboursement attendu par la Banque centrale. Et seule cette dernière option-là, transfert direct de monnaie centrale aux États sans remboursement, correspond à une monétisation de la dépense publique. Est-ce qu'il y a dans le monde une banque centrale qui procède de cette manière ? Non. Aucune banque centrale ne procède pour le moment ainsi. Aucune ne monétise la dépense des États par des transferts directs de monnaie centrale. Ce serait pourtant la meilleure façon de permettre aux États de mobiliser toute l'aide nécessaire tout en les protégeant d'un risque d'insoutenabilité de leur dette à terme. Alors, ce risque est-il élevé ? Ce risque d'insoutenabilité de la dette est-il élevé ? Il y a beaucoup de débats en la matière. Ce risque est relativement faible pour les États-Unis parce que, aussi élevé que soit le ratio de dette sur PIB aux États-Unis, les bons du Trésor américain sont toujours la valeur refuge du monde entier. Alors, peut-être que les choses changeront, on ne sait pas. Mais pour le moment, tout le monde en veut encore et ça va sans doute durer pas mal de temps. Parce qu'il n'y a pas de valeur refuge alternative. Il y a l'or éventuellement, mais c'est en stock limité, ça suffit absolument pas. Il n'y a pas les fameux eurobonds. Donc, en l'absence d'autres valeurs refuges, tout le monde voudra toujours des bons du Trésor américain et donc il y aura vraisemblablement très peu de difficultés pour le Trésor américain de rembourser une dette en souscrivant une autre dette, et ça à l'infini. Donc, pas trop de problèmes pour les États-Unis en ce qui concerne leur ratio de dette sur PIB. Il peut atteindre des niveaux astronomiques, ça ne les paralysera pas. En revanche, c'est très différent pour les pays de la zone euro, à l'horizon de quelques mois ou peut-être de quelques années.
Le risque serait moins élevé s'il y avait des eurobonds, ou ce qu'on appelle en ce moment dans les propositions en discussion des corona bonds, c'est-à-dire s'il y avait une dette mutuelle solidaire. Parce qu'alors, le risque de défaut souverain serait partagé et donc il serait réduit. Mais ce n'est encore une fois qu'avec une monétisation, avec un transfert direct de monnaie centrale aux États, qu'on écarterait complètement ce risque. Et dans le cadre actuel des traités, ce n'est pas possible, certes, mais à situation exceptionnelle, à réponse exceptionnelle. Et s'il fallait changer les traités, eh bien, ce serait le moment ou jamais. Alors, si la BCE ne fait pas le choix d'une vraie monétisation, et si elle continue de faire comme elle a choisi de faire, là, si elle continue simplement de faciliter le financement des États par le quantitative easing, alors que faudra-t-il pour essayer d'éloigner ce risque d'insoutenabilité de la dette? Eh bien, il faudra soit qu'elle détienne tout le supplément de dette lié à la gestion du Covid. Je vous rappelle qu'en fait, elle intervient sur le marché secondaire et non sur le marché primaire, qu'il y a d'autres investisseurs qui peuvent détenir ces dettes. Alors, auparavant, il y avait une limite d'ailleurs à la détention des dettes souveraines par la BCE. Elle ne pouvait détenir que moins d'un tiers de la dette publique de chaque pays. Elle en était très loin d'ailleurs pour certains de ces pays. Cette limite vient d'être supprimée, ce qui veut dire qu'elle va pouvoir détenir une plus grande part de dette publique de chacun des pays. Mais pour autant, est-ce qu'elle les détiendra tout entière, ou du moins est-ce qu'elle détiendra tout entier le supplément de dette contracté pour gérer le Covid? C'est loin d'être sûr, d'accord? Pourtant, il faudrait qu'elle en détienne une bonne part pour, le cas échéant, se tenir prête à annuler une partie de ses dettes, ou sinon, il faudrait par exemple qu'elle annule une partie des dettes passées, toujours pour essayer de gérer, d'écarter ce risque d'insoutenabilité. Sinon, solution alternative, il faudrait que tout le monde convienne. Alors quand je dis tout le monde, c'est qui? C'est l'Eurosystème, la Commission européenne, les marchés, de ne pas inclure au numérateur des ratios de finances publiques le surcroît de dette lié au Covid. Autrement dit, si vous voulez, il faudrait opter pour une forme de déni comptable. Il faudrait opter pour la formule cacher cette dette que je ne saurais voir, voilà, pour que on ne se fasse pas peur avec les niveaux de dette sur PIB. Alors je vais terminer, je pense que j'ai déjà un petit peu débordé, mais je vais terminer sur l'hélicoptère monnaie. Quid de l'hélicoptère monnaie dans tout cela? Vous m'entendez toujours? Tout le monde m'entend? Ouais. Donc, quid de l'hélicoptère monnaie? Qu'est-ce que c'est d'abord, l'hélicoptère monnaie, ou la monnaie hélicoptère? Eh bien, c'est un transfert direct de monnaie centrale. Et j'insiste, ce n'est pas une nouvelle forme de monnaie centrale, c'est juste une autre façon de la distribuer. D'accord? Et vous voyez qu'en définissant la monnaie hélicoptère de cette manière, comme étant un transfert direct de monnaie centrale, eh bien, vous comprenez aussitôt qu'en fait, dans ce que je vous ai dit précédemment, je vous en ai déjà parlé, puisque la monétisation, en tant que transfert direct de monnaie centrale aux États, eh bien, ça fait partie des solutions de monnaie hélicoptère. Alors, bien sûr, c'est pas cette forme-là qu'on a le plus souvent en tête, parce que la forme de monnaie hélicoptère qu'on a le plus souvent en tête, c'est celle qui fait référence à la parabole de Milton Friedman d'un hélicoptère qui déverserait des billets sur la communauté. Je vous précise toutefois que Friedman n'a fait ni la théorie de la monnaie hélicoptère, ni sa prescription. D'accord ? C'était une simple parabole. Et donc, si on s'accorde ensemble sur la définition de la monnaie hélicoptère en tant que transfert direct de monnaie centrale, alors ce transfert peut avoir pour bénéficiaires les ménages, ça c'est l'image de l'hélicoptère friedmanien, mais aussi les entreprises. Rien n'empêcherait, d'accord, en théorie du moins, de transférer directement de la monnaie centrale aux entreprises, et rien n'empêche non plus, en théorie, c'est un peu différent dans le cadre des traités européens, mais je vous ai dit, c'est peut-être le moment de les changer, rien n'empêche, d'accord, de transférer de la monnaie centrale aux États. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la monétisation. Est-ce que
la monnaie hélicoptère serait utile aujourd'hui face à la crise sanitaire? Ma réponse est oui, en distinguant 2, voire même 3 temps. Le premier temps, c'est le temps de l'urgence, c'est le moment actuel. C'est l'urgence sanitaire dans une situation de confinement. Dans ce temps-là, eh bien, l'État pilote la gestion de ses dépenses et la Banque centrale le financer. Et elle devrait le faire sans attendre de remboursement. Autrement dit, dans ce premier temps d'urgence sanitaire, eh bien, il faudrait de la monnaie hélicoptère pour les États, c'est-à-dire une monétisation de la dépense publique. Le deuxième temps, et on espère qu'il viendra bientôt, enfin, je ne sais pas vous, mais moi un petit peu, le deuxième temps, ce serait la fin du confinement. Bon, quelques semaines, quelques mois, au fond, on ne sait pas, il va peut-être falloir qu'on se montre patient. Mais à ce moment-là, eh bien, ce qui serait judicieux, ce serait de transférer de la monnaie centrale aux ménages et aux entreprises, parce que ça permettrait de réactiver l'économie sans délai et sans défaut de transmission. Alors qu'avec les LTRO et le quantitative easing, eh bien, on le sait parce qu'on l'a observé au cours des 10 dernières années, les retombées directes sur l'économie réelle sont faibles et généralement, ça prend beaucoup de temps parce que les canaux de transmission bancaire et financiers eh bien, sont en grande partie obstrués. Alors certes, ça agit sur les taux longs, sur les prix d'actifs, mais en agissant ainsi sur les taux longs et sur les prix d'actifs, en baissant les taux longs, en augmentant les prix d'actifs, eh bien, ça ne profite pas à tout le monde. Au contraire, eh bien, s'il y avait un transfert direct de monnaie centrale, ça profiterait aux ménages, d'accord, à tous les ménages, ça ferait augmenter sans délai leurs dépenses et si on en distribuait aux entreprises, eh bien, ça profiterait également, si vous voulez, à la dépense des entreprises, ça ferait augmenter la dépense des entreprises. Alors, merci bien sûr, Isabelle, parce que là, on va essayer de s'en tirer à 1 heure et après, j'aimerais que... Ouais, attends, est-ce que je peux... Mais j'ai presque... C'est fini, Est-ce que je peux réagir aussi après un tout petit peu quand même? Laisse-moi 3 minutes. 3 minutes, je finis. Fini. D'accord, donc je sais plus où j'en étais du coup. Bon, alors, oui, juste un point qui revient souvent, c'est que ce qu'on entend, c'est qu'une part du transfert pourrait ne pas être dépensée. Certes, d'accord, mais en sortie de confinement, eh bien, les sommes qui seront injectées, elles auront vraisemblablement des effets d'entraînement, que non pas les sommes qui sont simplement injectées pour compenser des pertes. Et donc, au final, eh bien, on peut espérer se retrouver avec un supplément de dépenses qui équivaudra à la quantité de monnaie centrale transférée. D'accord ? Donc, et j'ajoute que en sortie de confinement, eh bien, il faudrait soutenir conjointement l'offre et la demande, et donc transférer aussi aux entreprises. C'est un point qu'évoquait tout à l'heure Nicolas. Est-ce que cette crise est un choc d'offre, un choc de demande ? Ben, c'est les deux, en fait. Et en sortie de confinement, précisément, il faudra soutenir à la fois l'offre et la demande, et surtout ne pas créer de déséquilibre entre les deux, ne pas trop soutenir la demande par rapport à l'offre, parce que sinon, eh bien, on aura de fortes tensions inflationnistes. Alors, vous me demandez d'aller vite, c'est dommage parce que j'avais des ordres de grandeur, mais s'il y a des questions sur les ordres de grandeur, eh bien, je les préciserai et je vous montre en fait ces ordres de grandeur, ils sont tout à fait réalisables. J'ajoute enfin que c'est un dispositif qui n'aurait pas, en tout cas pour la partie de monnaie hélicoptère versée aux ménages et aux entreprises, qui n'aurait pas vocation à être pérenne. Ce serait juste un accélérateur de reprise et potentiellement un instrument de pilotage de l'inflation. Parce que oui, la monnaie hélicoptère, ça fait augmenter l'inflation. Et dans ce troisième temps, eh bien, il faut espérer qu'il y aura de grands plans d'investissement en santé, dans l'éducation, dans le logement, dans la transition écologique, pour installer un autre rythme de croissance avec un autre contrat social, avec des conditions de vie plus en rapport avec l'utilité sociale des professions, avec des services publics renforcés, avec un État bienveillant, soucieux de justice sociale et fiscale. Et pour cela, eh bien, on aura aussi besoin de la monétisation, de la monnaie hélicoptère pour les États. D'accord ? Et s'en tenir à une solution de financement des États comme telle qui prévoit actuellement via le quantitative easing, eh bien, c'est compromettre ce troisième temps. Parce que l'explosion des dettes publiques,
ce n'est pas seulement une menace pour l'Europe, c'est aussi une menace pour le climat. Elle rendra impossible ensuite la lutte contre le changement climatique. Donc la monétisation, eh bien, c'est la solution de financement d'aujourd'hui. Non, écoute, j'ai pas de réponse et voilà. Et Isabelle m'avait signalé qu'elle évoquerait bien sûr la question de l'hélicoptère monétaire. Et donc voilà, moi j'ai décidé de me faire vraiment l'avocat du diable. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vraiment, moi, on en avait déjà discuté avec Isabelle ces derniers mois. Moi, je pense que et j'en ai parlé en cours également au premier semestre. Voilà, dans les situations auxquelles on est confronté depuis une dizaine d'années, cette question, et là encore, moi je trouve que c'est quelque chose de tout à fait remarquable, c'est-à-dire qu'il y a des économistes entre guillemets très sérieux, voilà, qui ont évoqué la question de l'hélicoptère monétaire, chose qui là encore, à mon avis, aurait été impensable il y a quelques années ou quelques décennies. Alors, simplement pour répondre à Isabelle, et en fait, c'est pas une critique que j'adresse. Finalement, moi, je suis presque plus optimiste qu'elle. C'est-à-dire, moi, j'ai le sentiment justement que on peut pas exclure le fait qu'on est déjà rentré dans ce scénario. Hein. C'est-à-dire que, et il me semble que qu'est-ce qu'on observe depuis un mois? On observe effectivement que on a, avec un accord très fort des autorités monétaires européennes, et donc je le répète, c'est encore ce qu'a répété le gouverneur de la Banque de France hier. On a un accord des banques centrales pour dire aux États, allez-y, faites le job, endettez-vous énormément si nécessaire. On va favoriser le financement. Bien sûr, c'est un coût à ce stade. Hein. Des charges, etc., du côté des entrepreneurs, qui peut s'apparenter. Et bien sûr, tout ça, qui le finance, c'est l'État qui va creuser son déficit pour essayer de soutenir et l'offre et la demande. Alors, pourquoi je veux rester optimiste? Parce que moi, je pense que savoir si on va monétiser cette dette, c'est pas une question qu'on va se poser aujourd'hui, mais c'est une question que peut-être on va se poser dans demain, enfin qu'on se posera quand la crise sera terminée. Alors, première idée, c'est quand vous êtes une banque centrale, vous connaissez ce que c'est l'aléa moral, vous n'avez aucun intérêt à commencer à dire à un État, je te donne de l'argent. D'accord? Parce qu'il y a une incitation dans ce cas-là très forte de l'État pour en profiter et éventuellement. Donc voilà, il est peut-être préférable en période de crise pour une banque centrale de continuer à dire non, cet argent, bien évidemment, je te le prête, je te le donne pas. Et puis quand la crise sera passée, la question justement de ce remboursement sera peut-être évoquée. Et il y a beaucoup de papiers et d'articles qui sont sortis en ce sens ces derniers jours. Alors, je vais citer deux références. Hein. Donc, je sais que Isabelle l'a vu, il y a le professeur Jean-Paul Paulin d'Orléans qui a sorti dans Le Monde un petit papier un peu critique, un peu sévère sur le titre, en disant finissons-en avec l'hélicoptère monnaie comme si c'était une mauvaise idée. Puis quand on lit l'article, on se rend compte que voilà, il n'y est pas si opposé que ça. J'ai envie de dire que dans l'hélicoptère à monnaie, il y a deux grandes idées. Il y a l'idée de monétisation effectivement des dettes, et puis il y a l'idée, ce que rappelle Paulin, c'est que l'hélicoptère à monnaie, c'est on dispense de façon uniforme sur la population de l'argent. Hein. Et moi, j'ai le sentiment que ce que dit Paulin, c'est que c'est plutôt le deuxième aspect qui est problématique. Il critique pas tant le premier. Le fait qu'on soit peut-être amené demain à monétiser ou à demander à éteindre des dettes, à effacer des dettes publiques, et pas franchement évoqué par Paulin. Par contre, ce qu'il dit, c'est on est typiquement dans une situation où la crise va frapper de façon très différente les publics. Je prends un exemple. Voilà, nous, profs ici, on est fonctionnaires. Le salaire, il va là, enfin, jusqu'à preuve du contraire, il tombe tous les mois. Et donc, on va plutôt nous sortir du confinement, alors qu'on consomme très peu en ce moment, avec une capacité de dépense très forte. Alors qu'à contrario, voilà, je reprends le restaurateur de tout à l'heure, lui, il a aucune rentrée et pour lui, voilà, la question de savoir comment il va finir par faire ses courses demain, c'est une question qui se pose. Et donc, le problème de l'hélicoptère monétaire, c'est qu'il ne discrimine pas entre les deux. Hein. Et donc, ce que disait Paulin, c'est, voilà, savoir quand même comment on répartit dans ce moment très important, quitte à faire beaucoup de dépenses publiques,
autant le cibler sur les publics qui sont prioritaires, qui sont les plus sensibles. Et ça, c'est pas une décision que doit prendre l'autorité monétaire, c'est une décision politique. Donc, il faut que ça soit les États. Et donc, en ce sens, c'est important que les États puissent s'endetter pour prendre des résolutions en ce sens. Alors, dernier point, et après, c'est promis, je m'arrête, c'est que il y a aussi un article de notre collègue Laurence Yalom qui, justement, essaye d'expliquer comment on pourrait utiliser cette crise pour mieux réussir la transition écologique. Et là encore, je pense que c'est pour ça que je dis que c'est pas critique vis-à-vis de Isabelle. C'est pas complètement de l'hélicoptère monétaire, mais c'est de l'hélicoptère monétaire amélioré qui éventuellement nous permettrait de profiter de cette crise pour astreindre, pour contraindre éventuellement les pouvoirs publics à mieux utiliser l'argent. Et voilà, ce que proposait Laurence Yalom, c'est de dire on pourrait imaginer demain que le remboursement de ces dettes qui sont en train de se constituer, ces dettes publiques, ce remboursement soit conditionné à des efforts des pouvoirs publics pour éventuellement lancer des programmes éventuellement je sais pas comment dire, des grands programmes pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on pourrait très bien concevoir demain que le remboursement des États, il se fasse à un rythme plus ou moins important, ou à un rythme à un degré plus ou moins important, selon les efforts que par ailleurs ces États pourraient faire pour financer des dépenses publiques, pour que voilà. Et voilà, ça, moi je pense que c'est aussi des questions qui doivent être. C'est innovant, mais ça doit être posé sur la table. Et c'est vrai que c'est peut-être moins discriminant qu'un hélicoptère monnaie qui ferait quelque chose uniforme. Est-ce que je peux réagir, Gunther ? Ici. Non. Je vous remercie. Non, je vous propose en revanche, parce qu'il nous reste peu de temps, je vais faire un bref résumé de 30 secondes pendant ce temps. Est-ce que vous pouvez regarder les questions alors j'ai vu mais ça va trop vite. Vous y répondez, d'accord ? Ok, moi je peux... En attendant, le temps que vous regardiez les questions, j'aimerais juste faire un petit point, parce que vous vous rendez pas compte, mais c'est pas si facile à suivre. Donc, j'essaye de faire un point d'étape et je vous laisse répondre aux questions. Je crois que la première chose à retenir, c'est qu'aujourd'hui, le rachat de dette, il est accepté par tout le monde. Tu disais peut-être tout à l'heure, mais non, tous les économistes sont d'accord pour qu'il y ait du rachat de dette et pour que la politique monétaire soit très, très largement expansive. Il n'y a il y a un vrai consensus sur le rachat de dette. Ensuite, ce rachat de dette, est-ce qu'il doit se faire sur le marché secondaire ou sur le marché primaire ? Eh bien, tout le monde a bien conscience aujourd'hui que le rachat uniquement sur le marché secondaire, c'est un peu une hypocrisie. Les textes sont contraignants, donc on fait comme on peut. Mais c'est plus une question d'économie là, c'est plus une question juridique. Parce que pour les économistes, tant qu'à faire le rachat de dette, autant le faire sur le marché primaire. Là-dessus, je crois qu'il y a largement un consensus. Et après, eh bien, allons un petit peu dans le détail. Qu'est-ce qu'on fait de cette dette ? Que de toute façon, tous les économistes s'accordent à dire qu'il faut que les banques centrales sont... On t'entend plus. On t'entend plus, Gunther. Propose qu'on transforme cette dette avec des maturités à long terme, voire même en créant des rentes perpétuelles. Ou alors, est-ce qu'on l'annule ? Là, pour le coup, il peut y avoir un premier point de divergence entre les économistes. Et le deuxième point, c'est est-ce qu'il ne faut pas en plus faire des transferts directs ? C'est ce dont nous parlait Isabelle. Et là-dessus, vous l'avez vu, il y a des différences entre les économistes, surtout sur l'aspect redistributif. Certains considèrent que c'est plutôt du ressort de la politique budgétaire avec une redistribution plus ciblée et avec le soutien toujours des Voilà, si je peux à peu près résumer donc les points d'accord et les points de désaccord. Et maintenant, si vous voulez bien répondre aux questions, alors on pourra poursuivre et faire plus d'une heure, mais j'avais dit, on s'en tient à 1 heure, on essaie de pas trop déborder, je vous laisse répondre. Bon, Isabelle, tu commences ? Ouais, je commence. Donc, je prends dans l'ordre les questions, d'accord ? Il y avait une première question. On ne répondra pas à toutes les questions, hein ? Non, mais je vais essayer de faire vite. De Nolwenn Le Gallic. Alors, on ne peut pas monétiser que pour l'Europe, par exemple. Ça pourrait créer un déséquilibre puisque les États-Unis ou les autres pays seraient désavantagés par cette mesure. J'insiste sur un point. En fait, encore une fois, la monétisation,
c'est pas créer plus de monnaie centrale, c'est la distribuer autrement, c'est la transférer directement aux États. Donc il n'y aurait pas du tout pas plus de différence par rapport à aujourd'hui quant à la quantité de monnaie centrale qui n'est pas la même d'une zone géographique à l'autre. Vous avez bien compris tout à l'heure que, par exemple, aux États-Unis, le programme de QE est beaucoup plus ample que celui de la BCE. Donc ça, il y a déjà aujourd'hui des déséquilibres, des différences importantes d'une zone à l'autre. La monétisation dans une zone donnée, ça ne change rien, je dirais, à ce déséquilibre. C'est juste une autre façon de transférer la monnaie centrale. Ensuite, dans quelle mesure la distribution de monnaie centrale aux ménages peut-elle permettre de relancer l'économie à la fin du confinement, sachant que les ménages dépensent actuellement moins et sont en situation d'épargne forcée? Alors, c'est une bonne question, ça, c'est vrai, ça rebondit un peu d'ailleurs sur ce que disait Nicolas. Pour certains d'entre nous, effectivement, on a un confinement qui est plutôt sympathique. Moi, en ce qui me concerne, j'ai pas à me plaindre. Je dépense moins qu'à Paris, d'accord. Et donc oui, je suis un peu dans une situation d'épargne forcée. Pourquoi ça? Parce que je fais partie des nantis. D'accord, et je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Je pense qu'il y a le confinement est plutôt en train d'accentuer les inégalités entre les ménages. Et pour certains ménages, je pense que le confinement, c'est extrêmement difficile. D'accord, et je pense qu'en sortie de confinement, certains auront besoin d'un coup de pouce comme accélérateur de dépenses. Et sur ce point, comprenez bien que la monnaie hélicoptère, c'est pas un substitut à la protection sociale. C'est pas un substitut à des transferts budgétaires. C'est simplement un instrument permettant de transférer directement la monnaie centrale et donc d'accélérer la dépense, si vous voulez, parce que on s'affranchit des canaux de transmission. D'accord ? Donc, c'est en cela que ça permettrait de relancer l'économie plus vite. Après, certains m'interrogeaient sur les 3 temps. Oui, le premier temps, c'est le temps de l'urgence, le temps du confinement, le temps de la gestion de la crise sanitaire dans une situation de confinement. Le deuxième temps, c'est c'est la sortie du confinement, là où on va essayer de ramorcer la dépense et l'activité économique. Et le troisième temps, je vous ai dit, c'est l'avenir en fait. C'est le temps dans lequel il va falloir enfin consentir des investissements d'avenir. Dans la santé, on voit que le sous-investissement dans la santé a posé problème. Dans l'éducation, pour qu'on ait de meilleurs outils pour communiquer avec vous en cas d'autres difficultés. Et puis bien sûr dans la transition écologique. Et il y a eu une autre question, j'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui me disait mais pourquoi est-ce que la dette, ça empêcherait la montée de la dette empêcherait l'investissement dans la transition écologique? Tout simplement parce qu'à ce moment-là, on dira non, l'État manque de moyens pour investir dans la transition écologique parce que vous vous rendez pas compte, sa dette est déjà énorme. Donc c'est pour cette raison que la monétisation, c'est-à-dire le transfert direct de monnaie centrale aux États, ce serait une bonne façon de financer la transition écologique. Bien sûr qu'on peut passer aussi par du quantitative easing, c'est-à-dire par des achats de titres de dette par les banques centrales, en verdissant ces achats de titres, c'est-à-dire en conditionnant ces achats au fait que ce soit des actifs verts, par exemple. Mais on irait, je pense, beaucoup plus vite et beaucoup plus fort en passant par une monétisation plutôt que par simplement un verdissement de ces achats de titres. Il y a une autre question d'Anastasia. Est-ce qu'on peut dire que la politique monétaire surprise de la Fed début mars de baisse des taux à 0,025 n'a eu aucun effet sur les marchés compte tenu de la chute des valeurs boursières qui a suivi? Si oui, pourquoi? Alors, oui, en fait, les baisses de taux qui ont été opérées par la Fed et par la Banque d'Angleterre, les deux qui avaient un peu de marge de manœuvre, n'ont pas convaincu les marchés. Ça n'a pas convaincu les marchés parce que les marchés voulaient plus. Et ce plus, en fait, il a résidé, je dirais, ensuite dans les annonces d'énormes achats d'actifs. Donc, il a fallu plus que des baisses de taux. Après, quels seraient les montants versés aux ménages et comment le calculer? Est-ce que j'ai 2 minutes là pour répondre à ça ou pas? Bien sûr, tu peux répondre. Et Nicolas aussi, je crois, a des réponses à apporter. Donc, Alors, sur les montants, quelles seraient les sommes?
si on prend les transferts aux ménages, il y a 288 millions de personnes de plus de 15 ans en zone euro. Imaginons un versement de 200 € mensuels pendant un an. Alors, c'est plus que ce qu'on avait proposé avec Thomas Renaud dans une note, Thomas Renaud et Thomas Lebrun, dans notre note Veblen du mois de janvier, que je viens d'actualiser ces jours derniers. Donc, je vous invite à aller regarder. Bon, cela étant, je donne pas d'indications chiffrées dans la note, mais je précise un certain nombre de notions. Alors, donc, au mois de janvier, on disait 140 € mensuels. Bon, même si on allait jusqu'à 200 € mensuels pour chaque adulte de plus de 15 ans en zone euro pendant un an, ça ferait quoi? Ça ferait 57,6 milliards par mois de monnaie centrale. C'est inférieur aux 60 milliards d'émissions de monnaie centrale auxquelles la BCE procédait pour acheter 60 milliards de titres par mois en 2015, d'accord, dans le cadre de son QE. Concernant les entreprises, ce serait sans doute pas un forfait mensuel qu'il faudrait pour les entreprises, mais un forfait versé en une fois, en sortie de confinement. Il y a 20 millions d'entreprises en Europe, dont 93% de micro-entreprises. Si on leur versait 6 000 € à chacune, ça ferait 120 milliards de monnaie centrale. C'est quoi 120 milliards de monnaie centrale? C'est 2 mois de QE de 2015. Donc, c'est rien du tout. D'accord? C'est tout à fait dans les cordes de la BCE. Pourquoi un transfert uniforme? Parce que ce n'est pas, et Nicolas l'a dit, ce n'est pas à la Banque centrale de faire de la distribution, de faire de la répartition. Ça, c'est du ressort des États. L'hélicoptère monétaire, le transfert de monnaie centrale, c'est un instrument monétaire, c'est pas un instrument budgétaire. Donc il faut un transfert uniforme, faut pas chercher à conditionner aux ressources. Ceux qui nous disent c'est pas un bon instrument parce que c'est pas suffisamment ciblé sont les mêmes qui nous disent mais attention, la monnaie hélicoptère ça marche sur les plates-bandes de la politique budgétaire. Ben non. Ça ne doit pas marcher sur les plates-bandes de la politique budgétaire. Et précisément parce que ça ne doit pas marcher sur les plates-bandes de la politique budgétaire, eh bien, il faut que ce soit un transfert uniforme. Bon, voilà pour les éléments de montant. Ouais. Il y a plein de questions encore. Hein. Alors, moi, j'ai regardé un peu les questions et donc certaines, Isabelle a répondu, mais c'est vrai que, peut-être que je nous répète, peut-être que je me répète, mais il faut bien comprendre que le principe de l'hélicoptère à monnaie, c'est vraiment l'idée de dire on distribue de l'argent. Alors, est-ce qu'on le distribue à l'État? Est-ce qu'on le distribue directement aux agents? Mais voilà, sans contrepartie. Hein, donc, on pourrait presque dire c'est un don. C'est-à-dire que la Banque centrale, elle va faire apparaître à son passif plus de monnaie légale qu'elle produit de façon très simple, hein, puisqu'elle a ce pouvoir. Et puis, il n'y a pas de contrepartie à l'actif. Hein, donc ça, d'ailleurs, hein, moi, j'y reviens. Et là encore, je me fais l'avocat du diable, mais c'est toujours le risque hein, pour une banque centrale de faire ça. C'est que quand une banque centrale fait des interventions de politique monétaire, elle va faire des opérations plutôt d'open market. Donc, justement, elle va injecter de la monnaie en mettant à son actif les titres qu'elle achète. Et ça lui permet, en cas de surchauffe, si jamais il y a plus d'inflation que ce qu'elle veut, c'est un moyen simple pour elle de faire l'opération symétrique et de éventuellement revendre des titres. Alors, c'est un risque qu'on peut avoir avec l'hélicoptère à monnaie, c'est que si vous donnez de l'argent, le contrôle, alors les bilans des grandes banques centrales aujourd'hui sont tels qu'il n'y a pas d'inquiétude pratique aujourd'hui, mais c'est quand même un risque. Mais je voulais juste dire aux gens, c'est ça, après, si jamais vous ne faites pas l'hélicoptère monétaire, mais qu'on est dans un système actuel où on a une banque centrale qui ferme les yeux et qui achète beaucoup de dettes publiques, soit par le marché primaire, soit par le marché secondaire, peu importe. La question qui va se poser plus tard, c'est pas de dire, l'État ne va pas dire, je repense à la question sur les États-Unis, l'État va pas dire, je vais pas rembourser ma dette. Hein, c'est pas ça qu'il va dire, parce que bien évidemment, il y a des agents privés, peut-être aux États-Unis, peut-être des agents qui sont pas la banque centrale, qui détiennent des titres de dette publique et qui eux, bien sûr, voudront être remboursés. Hein. La question qui va peut-être se poser, c'est est-ce qu'il y a possibilité demain de ne pas rembourser la Banque centrale. Donc, c'est la Banque centrale qui acterait le fait que des titres de dette publique qu'elle a à son actif, ils ne seront pas remboursés ou qu'elle va, de fait, les déchirer et ne pas exiger ce... Voilà. Hein, mais
sinon, voilà, hein, l'hélicoptère à monnaie, c'est quand même un petit peu cette idée. C'est un petit peu l'idée, ça serait en ce moment. Moi, ce que je veux croire, c'est que peut-être, si demain les tensions sur les dettes publiques est très fort, hein, donc il y a des questions sur les taux d'intérêt qui ont été posées. Donc moi, j'ai regardé sur les taux courts depuis un mois, les taux n'ont pas beaucoup bougé. Par contre, si vous regardez les taux longs, les taux à 10 ans, les taux à 30 ans, ils restent très faibles. Mais vraiment, vous avez regardé sur les données de la Banque centrale, ils sont remontés d'un coup. Ils sont passés, les taux à 10 ans, je crois, les taux sur les dettes publiques à 10 ans sont passés de moins 0,5 à plus 0,5. Hein, donc, on sent bien quand même que, alors, est-ce que c'est parce que justement il y a une demande d'argent des États qui est plus importante, ça tend les marchés, ou est-ce que les primes de risque augmentent? Peu importe, mais ça occasionne des tensions. Hein. Mais sinon, moi, je veux croire que c'est ça. C'est l'hélicoptère à monnaie vers lequel on se destine en ce moment. C'est un système dans lequel, dans un premier temps, les États émettent des dettes. Et ces dettes, elles sont détenues par la Banque centrale qui les exige. Et puis, peut-être qu'un jour, se posera la question de savoir quand est-ce qu'on les rembourse, si on les rembourse, quand est-ce qu'on les rembourse et sous quelles conditions on pourrait ne pas les rembourser. Et surtout, se posera la question de savoir s'il faut les annuler, au fond, hein, si on peut. C'est une des questions, hein, bien sûr. Et donc, la proposition de notre collègue Laurence Cialom, de ce point de vue, elle est très intéressante parce qu'elle lie les annulations de dettes aux efforts des États dans la transition écologique. Donc ça, ce serait une issue assez favorable. Mais il faut bien savoir que si on en est à se poser la question de savoir s'il faut annuler les dettes, eh bien, on sera sans doute dans un moment de panique généralisée. Donc, c'est précisément pour s'éviter un tel moment de panique qu'un transfert direct serait bien meilleur que le fait d'ajouter de la dette à la dette, comme on est en train de le faire avec le quantitative easing. Il me semble que, de ce point de vue-là, on tire pas du tout les leçons de la gestion de crise de 2007-2008. On n'a pas assaini les structures financières précisément parce que on a encouragé l'augmentation de la dette, et puis surtout on a oublié quelque chose de spécifique dans le cas de la zone euro, c'est que la crise financière de 2007-2008 avait, en dégradant les finances publiques assez mécaniquement, avait débouché sur une crise des dettes souveraines. On va au-devant d'une nouvelle crise des dettes souveraines. Pour l'instant, on est dans le déni, on ferme les yeux, on ne veut pas voir ce risque, on dit on s'en occupera plus tard. Le problème, c'est que si on n'arrive pas, cette fois-ci, à gérer la crise des dettes souveraines, alors vous me direz, on a bien réussi une fois, peut-être qu'on réussira 2 fois. Ok, peut-être. En attendant, si on n'y arrive pas, eh bien la zone euro éclatera. Donc c'est quand même ça, en fait, qu'on joue aujourd'hui. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ce point, parce que justement, on a tiré les leçons de la crise des dettes souveraines, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a 2 propositions qui s'affrontent en fait. Celle d'un transfert direct pour ne pas augmenter la dette, mais et celle, encore une fois, d'une annulation ou une transformation de la dette, pour laisser à la politique budgétaire le soin de mener une politique peut-être plus ciblée, ne niant pas cet avantage qui est important. Donc, c'est les 2 propositions qu'on a tirées de la crise des dettes souveraines. Une annulation de la dette. Et aujourd'hui, beaucoup d'économistes sont en faveur de cette annulation de la dette. Quelles sont les leçons que nous avons tirées de la crise des dettes souveraines? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'union bancaire et on a fait le MES. Tu sais comment ça fonctionne, l'union bancaire, en ce qui concerne les dispositifs de résolution? Il y aura 40 milliards aujourd'hui pour faire face à une crise bancaire. Tu crois que ça suffira, 40 milliards? Non, mais on reparlera de la crise bancaire avec... Non, mais... J'en profite pour dire aux étudiants qu'on parlera des aspects bancaires un peu plus tard. On peut pas être dans les généralités, on peut pas dire on a tiré les leçons de la crise des dettes souveraines, parce que certes on a fait des choses, et des choses bien dans la foulée de la crise des dettes souveraines, mais ce sont des petites choses qui permettront pas de faire face, là, en l'occurrence, à la crise. Alors, je ne suis pas dans les généralités, au contraire, je ne parle pas de la crise bancaire dont on parlera vendredi prochain. Et c'est un point vraiment... Oui, mais c'est ça les leçons tirées de la crise des dettes souveraines. C'est juste l'union bancaire et le MES. Pas seulement, il y a une idée qui est largement partagée par les économistes aujourd'hui, c'est que cette dette qui a été rachetée par la BCE, il va bien falloir que la BCE en fasse quelque chose. Et ça, c'est un élément qui est assez nouveau. Et il y a beaucoup de propositions visant à une annulation de la dette, à une transformation de cette dette. Et ça, c'était pas le cas avant. Voilà pour un point précis. Comment ça va être annulé, comment ça va être transformé, c'est une question pour laquelle, pour le moment, il n'y a pas de réponse. Mais sur ce point, oui, on a avancé.
Alors, on parle de renationalisation massive des entreprises. Ben, on y repense, on en reparlera mercredi prochain, enfin mercredi qui vient, hein, dans 2 jours donc, lorsqu'on parlera justement bien des marchés boursiers. Donc voilà, on en reparlera un petit peu plus tard. Est-ce qu'on doit acheter pas simplement de la dette, mais est-ce qu'on doit acheter les capitaux propres? Est-ce qu'on doit acheter des actions d'entreprise? Est-ce que vous voulez encore répondre, Nicolas? Tu as quelques réponses à apporter? Non, franchement, il y a trop de questions. J'arrive pas à faire 2 choses en même temps. Suivre les débats et lire les questions. Donc, non. C'est bien, c'est compliqué. C'est bien. Bon, voilà. Si vous voulez un mot de conclusion tous les deux rapidement, pour qu'on s'en tienne vraiment à 1 heure. Moi, je pense que j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Voilà, en même temps, je suis sur l'esprit. Je pense que les questions d'hélicoptères monétaires, c'est vraiment très important. Et je pense que c'est une solution qu'il va falloir se poser à l'avenir, même si c'est pas ce qu'on fait en ce moment. Il y a des possibilités que ce qu'on fait en ce moment devienne d'une certaine manière de l'hélicoptère monétaire. Et voilà, pour conclure sur ce que j'avais dit en intro, et franchement, j'y crois qu'à moitié, donc ce que je vais dire, mais on peut pas exclure le fait qu'on soit dans une crise qui, quand on va déconfiner, devienne une crise d'offres. Si par hasard le confinement dure 6 mois et qu'on se rend compte qu'il y a toute une partie du tissu industriel qui se casse la figure, quand on va déconfiner, ce qu'on va se rendre compte, c'est que si on donne trop de pouvoir aux gens, l'offre qui sera en face va être complètement inélastique et on aura des mécanismes inflationnistes. Donc, c'est ce que je disais, ça peut être un risque de l'hélicoptère monétaire. C'est si vous injectez beaucoup de monnaie en étant persuadé que les tensions auxquelles vous êtes confrontés, c'est des tensions de demande, puis vous réalisez que c'est une crise d'offre et que vous avez injecté de la monnaie, que vous n'avez pas assez d'actifs pour essayer de faire revenir la monnaie chez vous, ça peut être compliqué. Donc moi, je veux être optimiste et je pense que ce qui se passe, c'est pas si mal quand même. Moi, je trouve qu'on a des politiques publiques qui réagissent quand même vigoureusement et plutôt bien, même si c'est pas peut-être suffisamment révolutionnaire au sens. C'est pas mal quand même. Bon, moi je suis un petit peu moins optimiste parce que je pense qu'on gère cette crise en facilitant l'endettement et en ne faisant que faciliter l'endettement, en rajoutant de la dette à la dette, sans se préoccuper de ce que ça va produire ultérieurement. Alors certes, il faudra en arriver, si on continue de cette manière, eh bien il faudra en arriver à des solutions d'annulation et mieux vaudrait les penser dès maintenant, parce que sinon c'est la pérennité de la zone euro qui se jouera. Et je pense que réfléchir au transfert direct de monnaie centrale, c'est ce qui nous permettrait de gérer cette crise au mieux et de gérer aussi la crise climatique, d'accord, qui viendra peut-être à l'avenir. Donc là, on est dans une forme d'entraînement en fait avec la crise sanitaire à la gestion des crises climatiques, et les solutions qu'on met en œuvre pour gérer cette crise sanitaire, eh bien ce seront celles qu'il faudra mobiliser aussi en cas de crise climatique. Et donc là, on aura sans doute besoin à nouveau de transfert de monnaie centrale, de transfert direct de monnaie centrale. Et juste un dernier point, Nicolas exprimait ses craintes sur l'issue inflationniste de cette crise. Si en sortie de confinement, eh bien, il y a énormément de tensions du côté de l'offre, avec des entreprises qui ne parviendraient pas finalement à relancer suffisamment vite leur production. Sur ce point, je vous invite vraiment à lire l'actualisation de la note Veblen, qui est sortie il y a quelques jours. Et c'était déjà un point qu'on soulignait un peu dans la note de janvier. La monnaie hélicoptère, ça peut être, le transfert direct de monnaie centrale, ça peut être un instrument de pilotage de l'inflation. Encore une fois, la monnaie hélicoptère, c'est pas une nouvelle forme de monnaie centrale, c'est pas distribuer. On lance pas le débat, c'est ça. C'est la distribuer autrement, c'est la distribuer directement. Mais c'est essentiel, parce qu'en fait, si on comprend pas ce point-là, effectivement, on ne voit que du dérapage inflationniste dans la monnaie hélicoptère. Mais c'est pas ça. Et en outre, l'inflation, c'est pas simplement un phénomène monétaire. Donc, il y a plein d'autres facteurs à l'inflation. Et je pense aussi à un billet qui est sorti sur le site du CEPI de notre collègue Gilles Dufresneau il y a quelques jours, qui défend l'idée que
certes, il pourrait y avoir des tensions inflationnistes en sortie de confinement, mais que les facteurs structurels sont tellement forts qu'on risque plutôt d'avoir affaire à de la déflation qu'à de l'inflation dans les mois à venir. Ok. Je vous remercie tous les deux. Je vous remercie bien sûr. Merci Gunther. J'en profite pour dire que donc mercredi, on se retrouve avec Catherine Bruno et Thomas Renaud pour parler donc de la réaction des marchés boursiers. Et j'insiste, c'est à 14h. Ce ne sera pas à 11h comme d'habitude, mais le mercredi, c'est à 14h que l'on se retrouve ensemble, donc avec Catherine Bruno et Thomas Renaud pour discuter des marchés boursiers. Voilà, merci à vous et merci à tous les deux. Merci beaucoup. Et puis merci pour leur merci, là ils sont sympas. J'espère que ça vous plaît. Bon confinement à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.